à cette session qui s'intitule Améliorer la performance de votre cloud AWS, le pouvoir de l'automatisation, de la FinOps et des pratiques durables. On va parler FinOps, Cloud Optimization, optimisation des coûts avec le cloud, avec Jean Lecker, qu'on est ravi d'avoir. Alors, juste en termes d'organisation, donc vous êtes tous en mute. Vous pouvez poser des questions dans le panneau questions-réponses, idéalement, ou partager des commentaires dans le panneau chat aussi, avec grand plaisir. On va essayer de répondre aux questions à la fin de la session. On va vous partager également un lien vers un questionnaire de satisfaction. Donc, s'il vous plaît, très important, si vous pouvez prendre une minute pour répondre au questionnaire, donc très important pour nous. Et puis, je passe la main à Jean. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à venir un petit peu parler avec vous de cloud optimization. Donc, on va voir un petit peu ce que ça comprend. Ça comprend du FinOps, mais ça comprend aussi de l'automatisation. On va parler aussi un petit peu de pratiques durables sur le cloud, qui est un sujet qui émerge et qui commence à prendre de l'importance. Et un sujet assez intéressant, en fait. Pour me présenter rapidement, donc moi j'ai démarré une société qui s'appelle OptimNow après avoir quitté AWS il y a pas longtemps, il y a 3 mois environ, où j'étais pendant 3 ans et demi, j'étais spécialiste en compute en Europe et donc sur du flexible compute où je fais aussi le go-to-market des nouvelles instances Graviton en Europe. Donc, vous connaissez peut-être ces nouvelles instances Graviton sur des architectures ARM qui sont un peu plus performantes et un peu plus aussi durables. Donc, j'étais aussi en charge de gérer ce go-to-market. Et en fait, j'ai quitté parce que j'avais envie de me remettre ce que j'avais été dans le passé à mon compte et de développer en fait une activité d'advisory cloud, de conseil cloud et concentré sur la cloud optimisation. Et donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Et aussi, j'aimerais savoir si vous, donc on va lancer un petit sondage. Donc là, j'ai besoin un petit peu de d'un coup de main de ta part, qui est, est-ce que vous êtes familier des concepts FinOps dont on va parler? Et donc, est-ce que vous pratiquez? Vous êtes vraiment familier, vous pratiquez. Est-ce que vous connaissez, vous êtes au courant, mais vous n'avez pas encore mis ça en place? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous? Donc, je vous laisse un petit peu voter dans le sondage. Euh, donc, de quoi on va parler? On va parler de FinOps, bien sûr. On va dire ce que c'est, comment on l'optimise, comment on optimise les coûts du cloud. On va parler de son automatisation, qui permet en fait d'optimiser les coûts qu'on appelle de overhead, qui sont les coûts d'opérer le cloud, le coût de gestion du cloud, et donc de se concentrer un petit peu plus à développer des nouveaux services et développer de la valeur. On va parler des métriques de celui du FinOps, donc on va parler de comment optimiser l'utilisation, le cloud rate aussi, donc les discounts et le discount moyen qu'on peut obtenir. Le FinOps, c'est aussi quelque chose des pratiques, un état d'esprit et quelque chose, on va dire, de culturel. Et donc, il va falloir un petit peu gérer le changement et faire changer les esprits quand on va mettre en place du FinOps. Donc, on va en parler. Et puis, on va parler effectivement de Cloud Sustainability et ce qu'on appelle GreenOps, qui est donc ce terme d'optimisation de l'empreinte carbone ou de l'impact environnemental de nos activités sur le cloud. Donc voilà, on va regarder un petit peu de tout ça aujourd'hui. On va regarder aussi on va essayer, parce qu'il faut que je bascule sur un autre écran. On peut voir le résultat du sondage. Curieux de voir un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, grosso modo, sinon je peux le lire. Donc, on a Alors, 46% qui ont dit non. Enfin, ça continue de ok. monter. Donc, assez nouveau, ouais. Assez nouveau pour la majorité. Ouais, je vois les résultats. Donc, il y en a qui connaissent, quand même, hein, entre 28 et 30%. Il y en a qui connaissent un petit peu, mais qui pratiquent pas. C'est à peu près le même chiffre. Et il y en a où c'est un petit peu terra incognita et ça va être nouveau. Bon, on va essayer de parler à tout le monde.
hein. Ça va être un peu le défi, mais on va essayer de le faire. Donc, parlons un petit peu. Donc, le cloud optimization, qu'est-ce que c'est? Et donc, et pourquoi c'est important? En fait, c'est vraiment important et c'est maintenant le sujet numéro un, en fait, chez les acteurs, chez les DCR du cloud, parce on est vraiment passé à la phase d'optimisation après les phases de migration qui ont été faites en général avec ce qu'on appelle le lift and shift, qui était de prendre une application et de la mettre sur le cloud et sans trop d'ajustements, sans trop de modernisation. Et en fait, ces migrations en lift and shift, ce qu'on voit, c'est que la valeur des projets cloud, elle n'a pas été réalisée telle que ça avait été vendu. En tout cas, pour 80% des DSI aujourd'hui, des responsables informatiques, 4 sur 5 disent que la maîtrise des coûts du cloud, c'est le sujet numéro un. Et s'ils sont pas aidés sur ce sujet, ça va ralentir en fait l'adoption du cloud, ça va ralentir les nouveaux projets. Donc Cloud Optimization, comment on peut les aider là-dessus? On va combiner du FinOps, qui est donc l'optimisation financière des ressources du cloud. Parfois, c'est aussi appelé Cloud Economics. On va mettre en place l'automatisation de certaines tâches, donc la Cloud Automation. Et on va aussi améliorer la sustainabilité. On va mettre en place des pratiques soutenables de gestion du cloud. Et avec tout ça, on va faire un petit peu comme dans la chanson, on va make it rain, et on va vraiment réaliser la valeur qui a été annoncée de nos projets cloud. Donc on va commencer par le FinOps, on va se concentrer un petit peu sur le FinOps pour démarrer. Donc le FinOps, une abréviation de Financial Operations ou Financial Optimization, suivant les uns ou les autres, et qui englobe un certain nombre un ensemble de pratiques, de processus et de changements culturels qui visent à améliorer la gestion des coûts liés au cloud et optimiser l'efficacité financière des ressources basées sur le cloud. Ça commence par la surveillance des coûts et une meilleure visibilité des coûts. Et donc, on va examiner la facturation et on va mettre en place, on va utiliser les tableaux de bord fournis par les fournisseurs de services cloud, donc les fournisseurs comme AWS, ou on va mettre en place des solutions tierces. Il y en a quand même beaucoup maintenant sur le marché de suivi FinOps. Ensuite, on va allouer ces coûts et on va partager ces coûts, on va partager cette visibilité, ce calcul des coûts avec les propriétaires des applications ou des services. Donc les montrer, c'est ce qu'on appelle le showback, voire on va carrément le facturer et on va le facturer au responsable métier et là ça s'appelle du chargeback. Et donc ça vise à optimiser les coûts et ça vise en fait à optimiser les coûts de deux façons. Donc d'une façon, on va dire commerciale, avec ce qu'on appelle le cloud rate, ce qu'on peut appeler le cloud rate, qui est de voir comment on peut tirer profit des mécanismes commerciaux de réservation de ressources, donc les reserved instances, les savings plans, pour optimiser mes coûts, et aussi de l'optimisation de l'utilisation de mes ressources. Et ça, c'est, on va dire, optimisation de l'utilisation rate. Et donc, le final, c'est vraiment les deux. C'est pas uniquement du commercial avec gestion de mes réservations, c'est aussi l'optimisation de l'utilisation de mes ressources cloud. Ça fait intervenir pas mal d'acteurs au niveau des achats, au niveau de la comptabilité, aussi des acteurs vraiment techniques, au niveau des solution architectes, au niveau des DevOps. Vous voyez qu'on fait parler beaucoup de gens dans l'organisation et qu'on va aligner beaucoup de gens en fait dans l'organisation et que ça va devenir la responsabilité de beaucoup de gens en fait dans l'organisation. Donc on va commencer par optimiser l'utilisation. Et là, un chiffre qui est vraiment intéressant, c'est que calculé dans le monde, 30%, même chez les plus, enfin, c'est une moyenne dans le monde, 30% des ressources cloud, donc activées par les clients, sont pas utilisées. C'est vraiment ce qu'on appelle le cloud waste. Ça représente mais des milliards de dollars
de ressources cloud qui sont activées et qui sont pas utilisées par les clients. 30% en moyenne. Donc, vous pouvez imaginer entre ceux qui sont les plus efficaces et ceux qui le sont moins, la variabilité qu'on peut avoir, et donc la quantité de waste qu'on peut éliminer, de pertes qu'on peut éliminer. Donc, ça commence par exemple programmer, éteindre les environnements de non-production, de développement, de test, par exemple. Donc, faire ce qu'on appelle du start and stop. Donc, identifier les environnements qu'on peut arrêter. Ça va être aussi terminer les ressources qui sont non utilisées, donc des view snapshots, les volumes orphelins, les vieilles images machines qu'on peut supprimer. Et une fois qu'on a fait ce ménage, on peut passer à ce qu'on appelle le right sizing ou le dimensionnement, le bon dimensionnement des ressources. Pour ça, il faut bien monitorer l'utilisation des services, l'utilisation du CPU, de la mémoire, et ensuite soit on downsize, soit on va consolider les charges de travail sur les machines pour vraiment tirer meilleure partie de nos VM. On va s'assurer qu'on est sur un bon type d'instance, donc pas besoin d'être allé sur une instance C, Compute Optimize, qu'on peut être sur une General, par exemple une M. On va regarder aussi, quand on va encore plus loin, on va limiter ce qu'on appelle l'over provisioning. C'est ce qui est normalement fait quand on gère quand on containerise ces workloads et qu'on fait l'orchestration avec Kubernetes. On va surprovisionner, en fait, ces ressources. Et donc ça, on va essayer de minimiser l'over provisioning de ces ressources. Et on va mettre en place ce qu'on appelle de l'autoscaling pour vraiment optimiser la scalabilité de ces ressources. Là, pour l'instant, vous avez vu qu'on parlait beaucoup de compute, et c'est normal parce que quand on fait une analyse des coûts par service, ce qu'on voit en général, c'est que le compute, ça va représenter entre 45, 50, voire plus de pourcents de la facture. Et c'est aussi en général ce qui est le plus complexe à optimiser. Donc derrière, ça va se partager entre le storage, entre les bases de données, les disques, le network, le data transfer aussi. Les transferts de données peut être aussi assez piégeux, mais en général, on va se concentrer sur le compute pour le gros des gains. Et ce qui veut pas dire qu'on va négliger le reste, mais le reste, par exemple, on peut vraiment l'optimiser assez rapidement. Par exemple, pour S3, avec la mise en place de intelligent tiering, et qui en fait d'analyser le cycle de vie de la donnée. Donc voir les données qui sont à usage fréquent, les données qui sont à usage moins fréquent, la donnée critique, celle qui est moins, celle qui doit être archivée. Et ça, aujourd'hui, ça peut être fait de façon automatique et intelligente, automatiquement en activant l'intelligent tiering, qui va analyser donc ses motifs, ses patterns d'utilisation de la donnée, et qui va déterminer en fait le meilleur tier storage, la meilleure façon. Donc, est-ce que c'est en infrequent access, infrequent access one zone, est-ce que c'est en deep archive, suivant l'accès, la redondance et la durée et le prix. Et donc là, c'est la recommandation la plus simple en fait pour optimiser le storage. Une recommandation simple aussi pour la base de données, ça va être de passer en service managé pour gérer en fait les upgrades en fait de la base de données de façon automatique, le patching, donc de se concentrer un petit peu plus sur l'utilisation de la base de données que sur la gestion en fait du software de la base de données. Et ensuite, en right sizing, ça va être d'utiliser des services comme Trusted Advisor, ou aussi des dashboards que je vais vous montrer un petit peu plus loin d'AWS, qui sont le Cost and Usage Report, et qui permettent de voir en fait et qui donnent aussi des dimensionnements, des recommandations de dimensionnement de machines, et de mettre en place ensuite le service d'autoscaling, l'autoscaling group, ASG, et d'avoir des bonnes stratégies d'autoscaling avec les autoscaling groups. Donc ça, c'était pour l'optimisation de l'utilisation. Maintenant, on va passer à l'optimisation de ce qu'on peut appeler le cloud rate.
ce qui est souvent appelé le cloud rate. Et là, en fait, on va regarder pour profiler la consommation. Et à chaque profil, en fait, de consommation, d'utilisation, correspond à un modèle d'acquisition. Donc, ça démarre par le on-demand, qui est le modèle classique, hein, qu'on appelle pay as you go. Donc, pas de réservation, vous arrivez. En général, c'est bien pour quand on démarre sur le cloud, on sait pas très bien comment ces charges de travail se comportent. On a peu de capacité à anticiper, à prévoir. On peut avoir des pics. Bon, très bien, on va faire du on-demand et on paye à mesure qu'on utilise. À partir du moment où on est un petit peu plus mûr, qu'on est capable en fait de vraiment mesurer, de prévoir, d'anticiper sur ces charges de travail, et donc on est capable de s'engager sur un engagement de consommation par exemple de compute, de ressources compute. On va pouvoir faire donc un engagement sous forme de ce qu'on appelle Reserved Instance ou Savings Plan aussi, qui est un autre mode. Et contre cet engagement, qui peut être de 1 à 3 ans, on va avoir un discount. Le discount, donc c'est suivant la durée d'engagement et aussi est-ce qu'on paye tout d'avance, est-ce qu'on paye une partie d'avance et le reste chaque mois, ou est-ce qu'on paye rien d'avance et de façon mensuelle. Et est-ce qu'on le fait en reserve instant sur un scope vraiment très précis d'instance et des comment dire, ouais, des conditions vraiment très précises, ou est-ce qu'on rajoute des services et on le fait avec des savings plans. Donc on a, vous voyez, une fourchette qui peut aller de 30 à 72%. Et donc ça, c'est parfait pour effectivement des charges de travail qui sont relativement stables, qui sont prévisibles. Donc pensez à des bases de données ou un ERP comme SAP. Donc SAP où on connaît bien les charges de travail, on va pouvoir s'engager avec des reserved instances ou des savings plans. Ensuite, une façon d'acquérir de la capacité, ça peut être aussi du spot. Spot, c'est la capacité de calcul qui est pas utilisée et qui est disponible. Donc Amazon AWS a beaucoup de capacité de calcul pour l'ensemble de ses clients, a beaucoup de capacité de calcul d'avance pour gérer les pics en fait des clients, et donc il y a de la capacité qui est disponible, qui est pas utilisée et qui est donc offerte après discounté. Donc les prix discountés, ça varie beaucoup en ce moment. Et sur certaines machines, il peut y avoir très peu de discount parce qu'elles sont beaucoup demandées, donc il y a peu de disponibilité. Par exemple, des GPU, vous trouverez peu de GPU en spot. Par contre, d'autres machines de plus vieille génération et peu utilisées, mais qui font très bien le travail, vous pourrez les trouver à 75% de discount. Par contre, elles peuvent être interrompues parce que pour des besoins de clients qui auraient des gros besoins en demand ou de reserve instance, ils sont prioritaires et donc on peut vous prendre ces instants spot, ce qui veut dire que les charges de travail, elles doivent tolérer les interruptions. Vous pouvez gérer ces interruptions si vos charges de travail, par exemple, sont containerisées, mais par exemple, pour des charges de travail type database ou SAP, le spot, c'est pas fait pour ça. Et il faut plus aller sur les charges de travail où il y a cette flexibilité. Donc, le but, ça va être de trouver le meilleur mix entre ces différents modèles d'acquisition. Donc, là, vous voyez, sur ce profil, en fait, de consommation, il y a une partie, en fait, qu'on va gérer en réservation ou en savings plan. Et donc là, on va essayer d'en faire un maximum, mais on va dire 60% avec un mix de réservation et des savings plans, ça va être bien. Parce que vous voyez qu'il y a des variations, mais qui sont pas si fortes. On passe pas de 0 à 100. Donc on a toujours un seuil qu'on va pouvoir réserver. On va compléter avec du on-demand. Et ensuite, les crêtes, on va gérer ça avec du spot pour vraiment qu'on a des besoins, des batchs hebdo, des choses, voilà. Sur quand on a vraiment des besoins ponctuels. Vous trouverez des clients qui sont arrivés à vraiment optimiser au maximum avec du spot. Pensez à Skyscanner, par exemple, utilise à plus de 75% du spot et arrive à gérer ça sur ses clusters Kubernetes, mais c'est quand même relativement rare et en général, on va être plus sur des profils un petit peu plus vous voyez, des mix un peu plus équilibrés
où on va faire des réservations, du committee, du on-demand et du spot. Donc, quelles sont les métriques derrière du FinOps? Comment on va voir, comment on va mesurer son efficacité en fait en termes de FinOps? Donc, il y a deux métriques qu'on retrouve très souvent qui sont l'utilisation et la couverture. Donc, l'utilisation, c'est de voir que les réservations qu'on a faites, on est bien en train de les utiliser. Donc, c'est le prorata de ce qu'on utilise par rapport à ce qu'on a réservé. Donc, ça, c'est l'utilisation. Et la couverture, c'est de voir qu'est-ce qu'on a réservé par rapport au total qu'on consomme. Et le but, c'est vraiment d'optimiser les deux. Parce que le but, c'est pas forcément d'avoir 100% d'utilisation sur ce qu'on a réservé. Parce que ça veut dire qu'on est peut-être un petit peu conservateur et qu'en fait, si on utilise 100%, ça veut peut-être dire qu'on pourrait réserver plus et qu'on est en train de louper des opportunités. Donc, c'est plus raisonnable de tabler sur un 90-95% d'utilisation. Et couverture, c'est aussi de trouver la bonne moyenne qui fait qu'on n'est pas trop dilué et qu'on utilise bien ce qu'on réserve, mais qu'on l'utilise pour donc beaucoup de workload. Et donc là, ça va dépendre beaucoup en fait de type de charge de travail et aussi de votre feuille de route IT et en fait de ce que vous pouvez prévoir en termes de feuille de route IT. Donc le but, ça va être de d'équilibrer les deux. Et vraiment, ce qui est bien en fait, c'est il y a un indicateur qui s'appelle l'effective saving rate, qui en fait compose, agrège les deux et qui calcule l'ensemble des économies réalisées en RI et savings plan sur tout ce qu'on aurait pu réellement réaliser. Et donc là, le but en général, vous voyez qu'avant on a parlé de discount entre 30, 72%, parfois 75%, 80%. On va dire qu'en général, si on atteint 40 à 45% de discount, on fait vraiment du très très bon travail. On est vraiment, c'est-à-dire qu'on arrive à optimiser l'utilisation sur une très bonne couverture. Et pour atteindre ces niveaux-là, en général, il faut automatiser entre 30 et 35 et 40%. En général, on a une personne qui est vraiment dédiée à ça et qui va optimiser ses reserve instances et ses savings plans, qui va vraiment les calculer de façon très fine, qui va analyser ses charges de travail. Donc là, on arrive à 35%. Et en général, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un qui fait du bon travail sans avoir quelqu'un de dédié va être entre 20 et 25%. Et si on est en dessous de 20%, eh ben on pourrait faire mieux. Ça veut dire aussi que par exemple, on va privilégier les convertible reserve instance au standard reserve instance, parce que les convertible reserve instance ont plus de flexibilité et donc permettent par exemple à quelqu'un qui est dédié de vraiment faire ces ajustements de reserve instance et donc d'être un petit peu plus agressif. Une chose aussi à savoir, c'est que vous pouvez échanger. Donc, il n'y a pas, en général, avec AWS, il n'y a pas de remboursement des instances réservées. Par contre, vous pouvez les vendre sur une place de marché à d'autres clients AWS. Alors, la place de marché, elle est pour les clients américains, elle est simplement pour les Américains aujourd'hui, mais vous avez des solutions tierces, comme par exemple Zesty, UsageAI, ProsperOps, qui vont vous proposer d'acheter vos reserve instances et de les échanger. Donc, voilà, une façon de suivre et d'optimiser votre FinOps. D'autres métriques, ça va être de suivre les coûts réels par rapport au budget et par rapport au prévisionnel. Donc là, d'avoir des métriques de coûts réels sur le budget sur le prévisionnel, et de mettre en place des alertes, voire des policies carrément pour contrôler et bloquer quand il y a du surprovisionnement de ressources. Pour le faire bien, en général, on va avoir besoin de tags techniques et de tags business qui là sont vraiment importants pour mesurer le coût par charge de travail, par service, par équipe et voir quand on peut aller vraiment fin le coût d'une fonctionnalité utilisateur.
Donc ça, quand vous allez faire le tagging, par exemple, là, vous voyez une capture d'écran de Cost Explorer. Donc là, vous allez avoir une meilleure visibilité. Vous voyez des coûts par ressource. Donc dans l'image, vous allez pouvoir filtrer par service de conteneur. Par exemple, là, on est sur le conteneur. Vous allez pouvoir grouper par tag. Et si toutes les ressources sont bien taguées, vous allez de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus facilement pouvoir voir combien vous coûte l'exécution de l'application. Donc le tagging, c'est aussi un sujet assez important. Donc une définition de ces tags et derrière mettre en place ces tags qui peuvent être derrière déplacés dans des cost allocation tags et qu'on peut ajouter en catégorie cost dans la billing console. Enfin, beaucoup d'options sur les tags et aussi des outils tiers. Là encore, vous entendrez des outils de FinOps comme Apptio, Flexera, VMware Cloud Elf, qui mettent beaucoup l'accent en fait sur le tagging. Un autre aussi, c'est pour gérer les anomalies et dépassements de budget. Donc Cost Anomaly Detection, ça vous permet de définir des seuils de surveillance pour les coûts et vous êtes alerté rapidement quand il y a un seuil qui est atteint. Et ça, on peut le faire par service, par compte, par catégorie de coûts. Donc, une façon aussi d'alerter, d'automatiser et de vraiment surveiller ces coûts. Des outils de suivi AWS, donc vous en avez quand même beaucoup. Avant même d'être sur la console, on commence par le pricing calculator pour faire une estimation. Puis ensuite, bon, on aura la facture, mais c'est un PDF qui parfois il peut faire plusieurs dizaines de pages. Donc, on bascule, on va vite sur le Cost Explorer pour faire cette analyse. Une chose importante à faire si vous avez plusieurs comptes, c'est AWS Organizations pour consolider la facturation sur de plusieurs comptes. Et ça, vous pouvez vraiment tirer profit de discount en termes de volume. Donc, vous avez le Compute Optimizer qui fait des recommandations de right sizing, par exemple. Vous voyez là dans la capture d'écran. Vous avez le Trusted Advisor. Trusted Advisor, donc là, effectivement, il faut un niveau de support pour pouvoir l'activer. Mais ça a vraiment des bonnes recommandations de right sizing et de start and stop. Et là, je vous ai mis un lien vers des dashboards AWS que moi j'aime beaucoup, qui donc s'appellent les Cost and Usage Reports. Donc, je vais essayer de vous les montrer rapidement. Vous voyez, mais AWS qui est vraiment très très bien et je pense vraiment par rapport à d'autres clouds, c'est la quantité d'outils que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre en place pour faire votre suivi, Donc, vous avez QR Kudos, vous avez quelque chose que j'aime bien qui est le CID, Cost Intelligence Dashboard, Cloud Intelligence Dashboard, et qui a beaucoup de choses, qui a en version summary, qui vous permet de voir ce que vous avez économisé en spot, ce que vous arrivez à économiser en RI et en savings plan. Vous voyez, donc là, on est à 25%. Donc on fait plutôt un bon boulot à 25%. Donc, vous voyez, vous avez un ensemble de dashboards que vous pouvez activer et vous avez des workshops disponibles en ligne et que je vous encourage à faire. Donc, vous les aurez notamment avec ce lien. Ça demande en fait d'impliquer, on en a parlé un petit peu avant, ça demande d'impliquer beaucoup de monde. Ça demande une collaboration entre les équipes informatiques, de DevOps, de développement, les équipes financières, de compta, les équipes commerciales, et tout ça pour mieux comprendre. Donc chacun doit bien comprendre les tenants et les aboutissants pour chacun et savoir comment ils vont surveiller et contrôler les dépenses sans non plus trop contrôler, en fait, sans non plus faire du sur-contrôle et pour maximiser, en fait, vraiment la valeur des investissements. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un modèle opérationnel. Ce modèle opérationnel, en général, au départ, il est assez décentralisé. On laisse une certaine liberté aux équipes de DevOps pour faire leurs réservations, pour faire leur engagement. Et au fur et à mesure, à partir du moment où on est de plus en plus outillé, où les équipes, en fait,
ces équipes, ces centres d'excellence, on va dire cloud, deviennent de plus en plus centralisés. Le modèle lui-même devient de plus en plus centralisé. Donc, à partir du moment où on gagne vraiment en maturité et en outillage, on va être de plus en plus centralisé en fait dans la gestion de ces ressources. Mais c'est pas forcément utile au départ de démarrer, d'essayer d'être très centralisé et de vouloir tout contrôler d'une seule personne, parce qu'on risque de bloquer les gens en fait dans les développements et de bloquer les équipes dans leur développement. Là, on parle un peu de niveau de maturité. Un point intéressant qui est à regarder, c'est le niveau d'adoption du cloud aujourd'hui. Donc, j'ai un petit blocage sur ok, le niveau d'adoption du FinOps aujourd'hui. À quel niveau on est d'adoption du FinOps? Vous voyez, pour dire ce qu'on parlait avant de quel niveau le modèle opérationnel à mettre en place. Ça, c'est un sondage qui est fait par quelque chose aussi que je vous encourage à regarder, qui s'appelle FinOps.org, qui est un regroupement de professionnels du FinOps. Et quand on interroge les organisations à savoir où elles en sont en termes de maturité de FinOps, plus des 2 tiers, et ça c'est un sondage mondial, sont à ce qu'on appelle crawl, c'est-à-dire que le crawl c'est visibilité sur l'utilisation. Donc le reporting est en place sur l'utilisation, l'efficacité des ressources. Euh, il y a une mesure d'efficacité aussi commerciale qui est faite. Donc on en a parlé un petit peu avant, hein, l'utilisation, la couverture. Donc il y a une mesure. Donc 66% disent qu'ils sont là. Un peu plus de 20% disent qu'ils sont woke. Alors, woke, c'est, ils sont capables d'attribuer une valeur à, notamment ce qui est, vous voyez, le waste, ce qui est perdu en right sizing. Euh, Ils sont capables de mettre un coût pour la réalisation d'une action, pour le développement de nouvelles fonctionnalités, pour notamment définir combien coûte en fait la gestion, par exemple, d'un pipeline CI/CD. Euh, Combien ça coûte en termes de ressources. Et ça permet de voir après comment l'optimiser. Et Run, ça va encore plus loin. C'est qu'ils ont des processus automatisés pour faire ces alertes dont on a parlé un petit peu avant, pour mettre à jour de façon automatisée, donc le right sizing, le start and stop de façon automatisée, et aussi pour vraiment calculer de façon assez fine ce qu'on appelle le cost to serve au client. Donc, vous voyez, on est quand même un peu au départ de FinOps, que 66% qui comprend des pays très avancés en cloud, hein, comme les États-Unis, comme on peut penser à Israël, qui sont vraiment très avancés. Et vraiment, quand on prend l'ensemble des acteurs, on voit qu'on est quand même aux 2 tiers, on est au départ, et on commence à avancer en termes de maturité. Donc, si beaucoup de choses aujourd'hui dont je parle sont pas forcément connues par vous, vraiment, vous voyez il y a des choses, on est encore un petit peu au début de l'histoire, mettre en place une culture du FinOps, qu'il faut un petit peu changer parfois les esprits, et qu'il faut que chacun, en fait, s'approprie le sujet, notamment les DevOps, notamment les équipes de développement, qui soient vraiment responsables de la façon dont ils acquièrent, dont ils utilisent les ressources de cloud, qui parfois sont pensées comme c'est à la demande, je fais ce que je veux, je pense ce que je veux, et en fait, il faut un petit peu changer les esprits là-dessus. On va parler un petit peu de cloud automation, parce qu'on va avancer, et on va un petit peu accélérer aussi. Donc, quand et pourquoi automatiser? En fait, c'est pour automatiser les tâches répétitives et passer moins de temps sur la gestion et les opérations, plus de temps sur le développement et la conception. Donc, par exemple, de quoi on parle? On va parler d'infrastructure as code, par exemple, pour créer automatiquement et configurer automatiquement des VM, du storage, du networking, basés sur des templates prédéfinis, des scripts de configuration qu'on va mettre en place derrière avec des outils comme CloudFormation en CDK. Ça va permettre d'aller plus vite, d'être plus efficace dans la génération et développement des ressources cloud, même dans des architectures complexes. On va pouvoir les mettre en œuvre avec quelques lignes de code qu'on a bien préparées. Et ça va permettre d'assurer une meilleure cohérence aussi, une meilleure scalabilité, une meilleure réutilisation des ressources et donc des économies.
de coût. Et ça, c'est une pratique vraiment très DevOps, hein, pour le coup, mais qui est encouragée vraiment par la FinOps. Et la FinOps aussi peut en profiter et déployer des règles FinOps dans ses scripts euh, et les policies de gestion des scripts pour, par exemple, demander un accord, un approval avant de déployer certaines ressources et éviter qu'on surprovisionne de la ressource. On en a parlé un petit peu avant, mais c'est la gestion des alertes, automatiser les alertes sur les coûts et les budgets. C'est automatiser le process de déploiement de code, de gestion de ma pipeline de CI/CD, automatiser mes tests et mon intégration. C'est aussi ce qu'on commence à voir qui est l'automatisation de l'achat et l'ajustement des réservations, notamment avec des outils tiers. Donc là, j'en ai cité quelques-uns, mais vous voyez des gens comme NOps, ProsperOps, Zesty, UsageAI, Cloud Hero, qui donc font un petit peu comme un service manager de Reserved Instance pour vous. Et derrière, vont ajuster ces Reserved Instance et vont faire du trading derrière des échanges de Reserved Instance. Aussi assez important, l'autoscaling, ajuster le nombre de machines virtuelles et les ressources en temps réel pour assurer la meilleure performance et notamment sur les clusters Kubernetes. Des outils tiers permettent de le faire vraiment bien comme Cast.ai, Cast AI. Alors bon, je l'ai pas mis dans le slide, mais vraiment très bien à regarder. Et aussi en open source, KubeCost, vraiment très bien pour la gestion des coûts, le suivi des coûts des clusters Kubernetes. Petit focus sur Cloud Sustainability, si on peut lancer le sondage. Est-ce que vous êtes sensible au sujet de l'impact environnemental du cloud? Alors oui, et j'y pense dans ma pratique. Oui, un peu. Bon, oui, ça, oui. Et bon, c'est pas un sujet prioritaire. J'ai d'autres sujets. Donc là, je suis vraiment curieux de vous entendre, à savoir ce que vous en pensez. Je vais passer au slide suivant et à la fin, on viendra, mais si vous pouvez vraiment me dire dans le sondage ce que vous en pensez. Mais pourquoi on y pense? Parce qu'en fait, 75% des organisations sont maintenant en train de mettre en œuvre un plan de développement durable digital d'ici 2027. Et on est passé à 75% cette année. Il y a 2 ans, on était à moins de 20%. Et ça, en fait, c'est dû au fait que il y a un petit peu de bruit médiatique sur l'empreinte environnementale du digital et du numérique. D'ailleurs, on voit que là, vous voyez, c'est une répartition entre cloud hyperscaler, cloud privé et le traditionnel on-prem de la consommation d'énergie. Mais vous voyez que cette consommation d'énergie, si vous voyez la pente là, elle est pas il n'y a pas une augmentation d'énergie consommée pour le digital si importante. Sur ces 15 dernières années, c'est mesuré à 6% de consommation d'énergie, alors que pourtant le digital explose en termes de streaming, la vidéo, le machine learning, l'intelligence artificielle, ça explose, mais il y a vraiment des gains d'efficacité, donc des gains technologiques qui font que il y a moins d'énergie consommée pour une utilisation du digital qui est vraiment en train d'exploser et qui devient maintenant, on est en 2022, vous voyez, en fin sur ce survey, maintenant ça devient le cloud et notamment AWS, Azure qui en prennent la majorité. Néanmoins, il faut bien le mesurer. Il y a de plus en plus de reporting ESG. Donc ESG, le S c'est pour Sustainability et la divulgation, la publication de l'empreinte carbone. Donc, ce calcul d'empreinte carbone, c'était volontaire, puisqu'ici, pour les entreprises, ça va devenir obligatoire en Union européenne en 2025. Donc, faut le calculer et derrière, il faut l'optimiser. Et ça, en fait, on voit qu'on a des nouvelles pratiques qui s'appellent le Green Ops, qui sont l'optimisation de l'empreinte carbone de l'utilisation du cloud. Comme on avait le FinOps pour optimiser ce qu'on dépense,
GreenOps pour optimisation de son empreinte environnementale. Comment vous calculez l'empreinte carbone? Alors, vous avez un outil qui s'appelle le Cloud Carbon Footprint dans AWS. J'en parle pas trop et je mets pas de copie d'écran parce qu'à dire la vérité, il est incomplet. Il comprend que, on va dire, entre 20 et 25% de l'empreinte carbone parce qu'il comprend pas ce qu'on appelle les empreintes carbone liées à la fabrication, donc des serveurs, fabrication du data center, et derrière la fin de vie. Et ça représente plus de 70% en fait de l'empreinte carbone. C'est pas vraiment l'énergie utilisée, consommée, mais c'est la fabrication et derrière ce qu'on en fait quand c'est en fin de vie. Par contre, vous avez des gens comme boavista.org qui proposent un outil qui s'appelle Cloud Scanner et qui est open source, qui est gratuit et qui permet de faire un suivi en temps réel de cette empreinte carbone, un calcul sur vos workloads AWS. Donc ça vraiment aussi très conseillé à regarder si vous êtes intéressé. Nouvelle pratique qui émerge, Follow the Sun. Qu'est-ce que c'est? Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir sur un site qui s'appelle Electricity Maps, vous donne l'intensité carbone des mix énergétiques par région. Donc, vous voyez, par exemple, la Scandinavie est en vert parce qu'ils utilisent beaucoup d'hydraulique en énergie renouvelable. La France utilise beaucoup de nucléaire. L'Allemagne et la Pologne, ils sont beaucoup au charbon. Et donc, autant choisir des régions où l'énergie, en fait, est la plus verte. Et aussi follow the sun parce que choisir le bon moment dans la journée où la région a la meilleure empreinte carbone. Ça, vous voyez à droite, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de volatilité. Plus il y a d'énergie renouvelable, plus ça va varier dans la journée suivant le moment où on est. Donc la France, en nucléaire, il y a peu de variabilité, mais vous voyez Danemark, où déjà il y a un petit peu d'éolien. La nuit, il y a moins de vent, et donc ils font tourner des centrales au charbon. Australie, ils sont sur le solaire, donc la nuit, ils font tourner des centrales au charbon, donc ça devient marron. Pays-Bas, c'est beaucoup d'éolien. Parfois, ça tourne pas. Et donc, ils font tourner centrale. Pareil pour l'Allemagne. Donc, vous voyez, le but et follow the sun, c'est en fait faire tourner ces workloads dans la journée au meilleur moment. C'est-à-dire quand il fait soleil et que je suis en, par exemple, sur du solaire. Ça, c'est le dashboard de Boavista et le Cloud Scanner. Donc, boavista.org. Si vous êtes intéressé, c'est gratuit. Et là, vous avez en temps réel un dashboard qui vous donne en fait l'empreinte carbone. Donc vraiment, vous pouvez voir en fait si vous faites les bons choix. Et c'est intéressant. D'autres pratiques aussi qui émergent, c'est de choisir un langage de développement qui est le plus performant énergétiquement. Donc, vous voyez par exemple des mesures qui ont été faites qui montrent que le Rust est vraiment un langage qui commence à prendre de l'ampleur notamment chez AWS, devient vraiment populaire à peu près une efficacité énergétique 75 fois supérieure à Python, qui demande du Python donc utilisé par les data scientists, qui utilise 75 fois plus d'énergie sur les benchmarks. Donc voilà, j'ai accéléré sur la fin. Je vous remercie. On passe un petit peu aux questions qui, je suis certain, vont être excellentes. Je vous encourage à vous connecter avec moi sur LinkedIn, parce que je suis vraiment intéressé de savoir ce que vous faites en Afrique. Je pense que vous pouvez vraiment innover, faire des choses super intéressantes en Afrique et j'aimerais vraiment être au courant. Donc, vous n'êtes pas juste obligé de suivre, hein, vous pouvez vraiment vous connecter et je serais ravi de me connecter avec vous. Euh, voilà. Et peut-être on a le temps pour des questions. Bravo Jean, belle présentation. Donc déjà il y a des feedbacks dans le chat qui Merci. donc voilà. Moi aussi j'ai appris des choses pour le coup. Donc c'est toujours intéressant de se mettre à jour avec les experts pour le coup. Il y avait eu quelques questions, donc n'hésitez pas. On peut encore prendre quelques minutes pour que Jean puisse répondre à vos questions, notamment sur le FinOps, l'optimisation des coûts. C'est un sujet très important en Afrique, Jean, on en avait discuté. Donc, ah oui, ok, super. Que c'était, voilà, ça pouvait être
un bloqueur en cloud challenge, en fait. Quand on Ouais. Alors, Jean, je sais pas si, En fait, je vois pas parce que je suis un peu, j'ai un peu frisé partout là entre ok, bon, partage, invite. je vais partager les questions dès qu'il y en a. C'est Merci. plutôt par rapport au sondage, donc je sais pas si tu as vu les résultats. Non, j'ai pas vu. Ok, je vais les partager. Donc, du coup, à la question, êtes-vous sensible au sujet de l'impact environnemental du cloud? Donc, 60% ont dit oui. Et Ouais, j'y pense dans ma pratique du cloud. super. 40% ont dit un peu. Et bah, 0% ont dit ce n'est Ah pas un ouais. sujet prioritaire. Ça te surprend? Bah, non, mais la vérité, ça dépend des pays. Et enfin, je travaille un peu avec souvent des Américains. Et enfin, chez les à discuter, par exemple, avec les US, c'est Mhm. assez étonnant, mais ils sont pas forcément ils sont pas forcément, voilà, très alertes sur le sujet, quoi. Ils- Donc, et parfois, c'est vraiment pas dans leur priorité. Donc, entre 60, 40%, 0% qui dit bon, c'est pas ma priorité. Je suis un peu étonné. Je pensais que ça serait, qu'on serait quand même beaucoup plus haut avec des gens qui gèrent d'autres priorités que effectivement la soutenabilité du cloud, parce que sur d'autres pays à qui on parle, ils le mettent pas en priorité numéro un. Donc, a priori, le public ici est vachement plus concerné. Et il y a une question, genre, de Adama Diouf. J'en profite pour lui faire un petit coucou. Belle session. Merci beaucoup d'être là, Adama. Donc, c'est super de vous avoir. Et sa question, en fait, c'est quelle organisation et quel profil faut-il mettre en place pour une pratique effective du finance? Alors, c'est un petit peu ce dont on a parlé avant, c'est que ça dépend vraiment du niveau de maturité que vous avez sur le sujet. Et et au début, en fait, il faut vraiment aller de façon décentralisée. Faut pas chercher à mettre en place des règles un petit peu trop strictes et de façon centrale parce que ça va gripper l'organisation, ça va la bloquer. Donc c'est plus de former en fait les acteurs et d'offrir une certaine liberté aux DevOps sur déjà identifier les profils. Déjà, c'est eux qui en particulier vont identifier les profils d'utilisation et vont être capables de voir en termes de réservation ce qu'on peut mettre en place, euh, ce sur quoi on peut vraiment se communiquer en termes de consommation. Donc de regarder avec eux pour faire les démarrer et démarrer petit en fait avec des petites réservations et des petits savings plans en parallèle de travailler sur l'optimisation et l'utilisation donc avec du start and stop avec du right sizing et donc de mettre ça en place et au fur et à mesure de se fixer des objectifs un petit peu plus ambitieux en termes de couverture et en termes d'utilisation de CRI. Et à partir du moment où on va passer vraiment à des taux de couverture intéressants, et là ça dépend encore du contexte, on va pouvoir avoir une personne entièrement dédiée à du FinOps. Mais au départ, disons que ça va être plus une personne qui est vraiment intéressée par le sujet, qui va y dédier du temps. Personne, en général, va plutôt aller sur un profil un petit peu technique de solution architect et de DevOps, qui va y passer du temps et derrière qui va mettre en place les processus avec les achats, avec la finance et qui va démarrer petit et, euh, et derrière qui va mettre en place ses process et son adoption avant de passer à quelque chose semi-décentralisé. Donc, quelqu'un qui va être un FinOps vraiment dédié, qui va travailler avec DevOps, achat et finance, et ensuite quelque chose d'entièrement centralisé où là les décisions vont être prises par cette personne et ça va être automatisé. Je sais pas si j'ai Super. répondu. Ouais.
Non, non, c'est top. Et j'en profite juste peut-être une question de ma part, hein, et tu as commencé à répondre. J'allais demander c'est quoi les profils de ces personnes. Donc tu as répondu, donc plutôt technique, on va dire. Est-ce que toi, Jean, voilà, t'as des recommandations ou des ressources en termes de formation en fait pour quelqu'un qui veut monter en compétence sur cette partie FinOps ou des communautés à rejoindre, voilà. Comment on se forme? Euh, Moi, j'aime bien finops.org, qui, à mon avis, qui, à mon avis, a vraiment des bonnes ressources. Bon, au-delà de mon site, hein, optimnow.io, vous pouvez y aller. Je suis bien aussi. Je suis en train de faire aussi un white paper là-dessus, sur la gestion des réservations. Mais finops.org, vraiment pas mal. Et notamment un livre écrit par les fondateurs de finops.org, qui est vraiment complet sur le sujet. Maintenant, c'est des gens qui ont démarré du FinOps il y a 5 ans, très avancé pour des clients américains, très avancé. Donc, c'est bien, mais comment dire, c'est pas forcément pour tout le monde. Euh, mais c'est quand même bien. C'est-à-dire, FinOps.org, ça a quand même de bonnes, ça a quand même de très très bonnes ressources. Mais ouais. Donc moi, j'irai là-dessus pour démarrer. Excellent, merci beaucoup Jean et merci à Youssouf qui a partagé le lien vers OptimNow. C'est important quand même pour le Ouais, coup, merci. voilà, qu'on Merci. puisse y accéder. J'ai partagé le lien FinOps. Je pense qu'on peut s'arrêter là. J'étais extrêmement ravi de t'avoir Bah, Jean moi aussi. pour le coup. Ouais, Voilà. merci hein, pour l'invitation. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir pris du temps, de ton temps le samedi. Un plaisir Ouais, de te revoir et merci de la part de la communauté. Je pense qu'ils étaient ravis de t'avoir aujourd'hui. merci beaucoup et bonne journée. Bonne À journée, Jean. bientôt. À Ouais, bientôt. Ceux qui n'ont au pas revoir. répondu au survey, voilà, ça prend quelques minutes. On a partagé le lien. Donc, je pense que ça fera plaisir à Jean également pour le Vous coup. aussi. Allez, hop. À Bonne journée. plus. Bye.